ceux qui étaient jusqu'à Golda Meir et au-delà, Rabin, Shimon Peres, qui étaient à la tête d'Israël, ils partageaient la même vision du monde que moi. Et en plus, ils étaient sensibles à mon histoire. Donc j'étais privilégié, j'étais un peu en plus jeune. Golda Meir m'aimait beaucoup, c'était un peu ma grand-mère d'une certaine manière. Ma vraie grand-mère est morte à Auschwitz. Ce privilège de pouvoir leur téléphoner, leur parler, etc., m'a rendu intéressant aux yeux des ennemis d'Israël, les Arabes, les Égyptiens, les Palestiniens, les Syriens, les Libanais. Moi, je suis né en 36, janvier 36, donc les Allemands sont rentrés à la fin de 39 à Varsovie, donc j'avais presque 4 ans. Les Juifs, pour Kippour, ils mettaient leur châle de prière et ils traversaient la ville pour aller à la synagogue avec les châles de prière. Depuis 1000 ans, ils étaient chez eux. Et ils parlaient une autre langue. Beaucoup d'entre eux parlaient même pas polonais. C'est un monde qui a disparu. Et ce monde a disparu pour toujours. J'ai vu beaucoup de morts dans les rues de Varsovie. Bien sûr, les Allemands rentraient, ils tiraient sur tout juif qui se présentait ou qui traversait la rue. Et curieusement, ce n'est pas les cadavres qui m'ont impressionné. C'est un cheval. J'ai vu un vieux juif qui fouettait son cheval pour qu'il avance. Et à un moment donné, un Allemand a tiré et il tue le cheval tombe. J'ai vu mes voisins, plutôt gentils, se précipiter sur ce cheval qui respirait encore. On voyait ses flancs se soulever avec des couteaux pour les découper parce qu'ils avaient faim. Pour moi, la guerre, c'est ça, c'est un cheval mort, découpé par les vivants qui ont perdu la dignité des vivants. On a fui les ghettos grâce à des amis catholiques de mon père, polonais. Ils sont venus la nuit nous dire c'est le moment, demain ça sera trop tard, les portes des ghettos seront fermées. Donc on est parti, ma mère a préparé un baluchon, là aussi une leçon. Mon père ne voulait pas partir, il disait où est-ce qu'on va aller, etc. Les Français, les Anglais, les Américains viendront nous aider. Pendant que lui, il parlait, ma mère était déjà prête. La Pologne était coupée en deux, c'était les pactes germano-soviétiques. Et une patrouille de l'armée rouge nous a arrêtés et ils disent « Davai nazad », c'est les premiers mots en russe que j'ai appris, « retournez d'où vous venez ». Alors ma mère s'était mise à pleurer, elle était enceinte, une petite sœur qui est morte, mais qui est née et qui est morte de faim. Et mon père, il a sorti sa carte des chefs des syndicats des imprimeurs et il a dit « Tavarish, camarade, nous sommes camarades ». Et il a dit, deuxième mot en russe que j'ai appris, « Dobro pazhalovat », bienvenue. Mes parents sont tombés malades, il y avait la dysenterie, typhoïde, typhus, malaria. Et je suis resté avec ma petite sœur qui pleurait tout le temps. J'avais déjà 7 ans, 8 ans. Et 7 ans. Et il y a des voisins qui m'ont dit tu ne peux pas t'occuper de ta petite sœur, donne-la dans un homme d'enfant, où elle est morte
d'ailleurs, paraît-il, de faim. Bon, il fallait quand même que je fasse quelque chose, que je nourrisse mes parents, que je trouve du riz, puisqu'il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Et les riz remplaçaient les antibiotiques. Donc je commençais à voler. C'est comme ça qu'on devient voleur. C'est pas parce qu'on aime ça. Mais, et après, ça devient une aventure. On rigole avec des copains. Voilà. Il y a les Ouzbeks qui transportaient les sacs de riz à dos d'âne. Donc de deux côtés, deux sacs. On passait à côté avec un couteau, on faisait un trou dans le sac, on mettait la casquette, on remplissait la casquette et on courait. Il fallait courir vite. Moi, je ne cours pas vite, je m'essouffle. Donc, je me faisais tabasser. À la fin de la guerre, des coups, j'avais l'air plus civilisé que les autres, entre guillemets civilisé. J'avais lu, j'ai lu des livres, j'adorais la lecture. J'ai appris à lire très très jeune. Ma mère était une poétesse yiddish. Et donc, on m'a mis à l'école et puis on a cherché pour la fête de la victoire à Moscou, victoire sur le nazisme, chaque république envoyait des délégations de jeunes pionniers pour donner les fleurs à Staline. Et je me suis retrouvé avec trois petites filles ouzbèques avec plein de petites nattes sur la place rouge. C'est comme ça que je donnais les fleurs à Staline. Et c'est ma gloire en Russie. Il était plus petit que sur le tableau. Et il n'était pas très beau, il avait des petits trous dans la truc, il avait peut-être la vérole quand il était gosse. Il sentait les tabacs. Donc, quand il s'approchait pour mettre la main dans mes cheveux, je reculais. Et je crois que cette découverte qu'il n'y a pas de gens supérieurs parce qu'ils sont au pouvoir a marqué toutes mes démarches publiques. Et il y avait un ami qui était chef des syndicats des imprimeurs, Assaf, Tzvi Assaf, un ami de mon père, qui m'a amené à une réunion de la direction de l'Histadrout. Et puis, à la fin, Golda Meir m'a demandé si quelqu'un a des questions. Je lui posais une question. En mauvais hébreu, j'ai utilisé un peu moitié yiddish, moitié hébreu. Et après, elle s'approchait de moi et dit, mais d'où est-ce que vous avez appris les yiddish? Alors je lui raconte mon histoire. Alors comment vous pensez ce qui se passe ici? Je lui ai dit. Et ça lui a plu. Comment elle accueille Golda Meir justement cette solution à deux États à l'époque? Qu'est-ce qu'elle Elle comprenait et en même temps elle ne voulait pas admettre. Parce que pour elle, la Palestinienne c'était elle. Elle avait un passeport palestinien à l'époque des mandats de l'occupation britannique. Donc elle avait un passeport, on m'a montré. Passeport palestinien. Et puis elle était très attachée à l'histoire juive. On était là. Qui était là avant? Les primates étaient avant nous. Parce que pour elle, comme pour toutes ces générations, il y avait un monde arabe qui parlait la même langue, qui faisait partie de la même église, de la mosquée, de la même religion. Et les Juifs, ils avaient qu'un tout petit bout du terrain. Arafat, je l'ai rencontré grâce à des amis algériens de FLN. M'ont dit, voilà, on a parlé de toi à Arafat, il est intéressé d'être rencontré. Alors j'ai dit, d'accord, mais moi je suis juif français, je ne suis pas israélien. Donc je vais d'abord parler avec les Israéliens. Donc je suis allé à Jérusalem, j'ai téléphoné à Golda Meir, j'ai dit il faut que je te voie. Elle avait un bureau immense avec une grande table en bois vide. Il y avait seulement un cendrier, les allumettes et cigarettes.
elle partait des principes qu'un vrai homme politique ne doit pas avoir des notes. S'il ne mémorise pas les événements les plus importants, il doit prendre sa retraite. S'il doit, avant de prendre une décision, chercher dans ces petits papiers, l'histoire va très vite. Donc il sera en retard sur l'histoire. Donc elle était là, il dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai dit « Voilà, demain j'ai un rendez-vous. » À l'époque, Arafat était dans la banlieue d'Amman. Je vais aller voir Yasser Arafat. Il m'a dit « Quoi? Tu vas serrer la main pleine de sang d'enfants juifs ?» J'ai dit « Golda, Moïse est allé parler à Pharaon qui a massacré tous les premiers-nés juifs. C'était des milliers. Mais tu n'es pas Moïse. » Alors ça m'a fait un peu rire. J'ai dit non, je ne suis pas Moïse. Et alors elle a ajouté, oui, mais c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Golda, Dieu ne m'a jamais parlé. Je lui ai dit, bon, moi je ne mets pas en danger Israël. Je les vois, je suis un juif, écrivain qui vit à Paris. Mais si de cette rencontre, grâce à cette rencontre, on peut sauver ou éviter la mort de quelques enfants juifs ou palestiniens, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Là, elle a cessé de me parler. Je suis rentré à l'hôtel, à King David, et à 6 heures du matin, le téléphone sonne. J'entends la voix de Golda, elle m'a dit « L'air, vas-y ». Et je suis allé voir Arafat avec la bénédiction de Golda Meir. Tu as dit que c'était rocambolesque aussi la première rencontre avec Arafat. Oui. Bah, parce que lui, il ne comprenait pas très bien un type comme moi. Il se demandait, je pense, si je n'étais pas un espion déguisé, un membre des Shin Bet, etc. Et puis à la fin des comptes, j'ai dit, bon, j'espère qu'on se reverra. Il dit oui, l'année prochaine à Tel Aviv. Alors je me retourne, j'ai dit, Monsieur le Président, si c'était vrai, un jour avant, je vous tue. Alors tout le monde s'est levé, les gens excités. Ils avaient la Kalachnikov. Alors il les a calmés. Il s'est levé, il s'approchait de moi, il m'a embrassé. Et là, s'est créé une sorte d'amitié, respect. Je lui ai présenté sa future femme. Il s'est marié avec Socha Tawil. Je suis le parrain de leur fille. On allait souvent au Caire. Moi, j'aime beaucoup le Caire. C'est une ville grouillante. Il y a des bruits tout le temps, 24 heures sur 24. Les gens sont partout, y compris dans les cimetières. Je l'aimais bien, Sadat, parce que c'était un conteur aussi, mais un conteur oriental. Donc on racontait, moi je lui racontais l'histoire hassidique, lui me racontait l'histoire de Nousreddin de Bukhara. Et puis à un moment donné, Clara lui dit j'ai une idée pour vous, vous prenez l'avion, on va ensemble, vous atterrissez à Tel Aviv et vous allez vous adresser aux Israéliens. Il dit écoutez, vous ne connaissez pas bien l'Orient, il disait les tiers-mondes. Seulement quelqu'un qui est très fort et qui est reconnu comme tel pourrait faire une chose comme ça. Pour l'instant, les Israéliens sont sur les rives du canal de Suez, il y a la ligne Bar-Lev, et il faut que je montre à mon peuple et au peuple arabe que je suis capable d'affronter les Israéliens. Sinon, ils ne me suivront pas. Après, je pourrais faire ce que vous me proposez.
Et c'est là où je suis allé voir Golda et lui dire, d'abord Dayan a dit, bon, si je raconte ça à Golda, elle ne marchera pas, elle t'aime, vas-y, parle à Golda. Donc j'ai dit à Golda, donnons une victoire à Sadat. On enlève les soldats, les tsahals du bord de Suez en disant que c'est pour, par respect à Sadat, par la force de l'Égypte, etc. Donnons-lui une victoire. Elle ne comprenait pas ce que je lui disais. Là, vraiment, pas du tout. Si on n'est pas obligé, pourquoi partir? C'est toujours la même chose avec les Israéliens. Alors, c'est la guerre de 73. Il n'a pas gagné, mais il a montré qu'il pouvait affronter Israël. Ses chars fonçaient sur Tel Aviv. Alors après, bien sûr, quand il est arrivé sur les arnaques de Tel Aviv, bon, on était là, un peu derrière. Golda Meir n'était plus Premier ministre, c'était Begin. Elle était là avec son sac, et des petits cadeaux pour les enfants, les petits-enfants de Sadat, touchant. Elle était devenue une vieille dame. Arafat me recevait n'importe quel moment de jour ou nuit, c'était important parce que c'était, à l'époque, c'est lui qui représentait la revendication palestinienne, nationale palestinienne. De l'autre côté, il y avait Shimon Peres, un homme cultivé, adorable. Et puis Rabin, un peu plus secret, plus enfermé. Et à un moment donné, on parlait avec Arafat et quelqu'un lui amène un télégramme. À l'époque, il y avait des télégrammes et il n'arrivait pas à lire. Il va chercher les lunettes et il me dit, tu vois mon ami, my friend, j'ai besoin de lunettes maintenant. Rien, ce n'est pas un grand événement, ce n'est pas une information. Quelques jours plus tard, on était à Jérusalem. Shimon Peres nous invite pour les Shabbats. Et à un moment donné, il dit, alors ton ami de Tunis, qu'est-ce qu'il devient? J'ai dit, il vieillit. Il dit, comment ça, il vieillit? Je dis, ah oui. Et je lui raconte l'histoire des lunettes. Et Shimon Peres, d'un seul coup, il devient pensif. Il dit, ah bon? Peut-être avec un homme qui se rend compte qu'il vieillit, il sera possible de parler. S'il a un rapport au temps qui passe, donc il faut sauver quelque chose du temps qu'il nous reste. Et alors après dîner, au moment de partir, je lui ai dit, alors si j'ai vu ta réaction, tu veux que j'organise une rencontre? Il dit, essaie. Et je les ai réunis en bas chez moi, tous les deux. Ils ont discuté. Là, ils parlaient déjà un peu anglais, Arafat. Et puis Shimon Peres est parti, Arafat est resté. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous en pensez. Il dit, you know, Shimon is a good guy, but to make peace, I need a general. J'ai besoin d'un général. Quelqu'un qui a une force. Il peut imposer la paix. Alors, vers minuit, Shimon me téléphone. Il dit, alors? Je lui raconte, voilà, il a dit que tu étais formidable, mais il a besoin d'un général. Ah, s'il veut un général, va voir Rabin. Donc, j'ai repris l'avion, je suis allé voir Rabin. Il y avait sa femme, Léa. Et on a passé un week-end à l'hôtel Herzliya. On a pris 2 suites et on passait à discuter. Il voulait comprendre
pourquoi j'ai pensé qu'Arafat était l'homme avec qui on pouvait aboutir à un accord. Pourquoi c'était l'homme qui pouvait être les premiers à reconnaître, pas les premiers puisque Sadat avait déjà reconnu, au moins du côté palestinien, à reconnaître Israël. Rabin, il me faisait penser à ces types qui restent au bord d'une piscine et ils se demandent, je plonge pas parce que l'eau est trop froide, trop chaude, etc. Mais quand ils plongent, ils nagent. On rentre dans un monde où il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de personnalités charismatiques, des grands hommes politiques capables de dessiner ou redessiner l'histoire. Ils ne sont pas capables. Donc c'est difficile. Si l'OLP n'est pas capable de reprendre le leadership du monde palestinien, ben il faudra parler avec Hamas. On n'est pas obligé d'aimer son ennemi. La France, Mitterrand a tendu la main à Adenauer, qui représentait un peuple qui a massacré 75 millions de personnes. Qui dit mieux? On va tuer des Palestiniens. Les enfants de ces Palestiniens tués deviendront des membres de Hamas et qui voudront se venger de la mort de leurs parents. C'est sans fin. C'est sans fin. Donc il faut à un moment donné arrêter, il dit stop.